exemple, que les femmes étaient beaucoup plus cléricales que les hommes, et qu'en 1905, si les femmes avaient eu le droit de vote, ça a été une des raisons pour lesquelles on n'a pas donné le droit de vote aux femmes, elles auraient, jamais la loi de 1905 ne serait passée. Eh ben, je n'en suis pas si sûre quand on lit ce que sont capables de dire André Léo, Louise Michel et bien d'autres. Je ne parlerai pas de Maria de Rème, mais bien d'autres, parce que Maria de Rème n'a pas participé à la Commune de Paris. Donc c'est un raccourci, cette histoire qui permet de mettre en place ce qui a précédé dans la Commune de Paris. C'est un raccourci, et comme tout raccourci, il peut vous paraître caricatural et partisan, mais il a le mérite d'être plus clair pour situer le contexte de la Commune. Et il faut aussi rappeler que la Commune va naître quelques années après la création de la première internationale ouvrière en 1864, à laquelle vont souvent se référer André Léo, Louise Michel et toutes celles qui ont écrit à cette époque-là. Alors on va rentrer dans le vif du sujet sur les femmes et la Commune de Paris. Peu de documents racontent, comme peu de documents d'ailleurs racontent l'histoire des femmes en général. Il faut savoir que le travail sur l'histoire des femmes est un travail récent. C'est quelque chose qui date d'une trentaine d'années, 40 ans au plus, et que peu d'ouvrages racontent l'histoire des femmes et de la Commune de Paris, et que l'on peut, comme je l'ai dit, que l'on peut considérer comme la première révolution prolétarienne. Pourtant, beaucoup de femmes, et on va le voir tout au long de cette intervention, beaucoup de femmes vont s'impliquer complètement dans le combat. Et quand je dis dans le combat, c'est bien dans le combat, même dans les combats armés, avec Louise Michel principalement. Et on l'a dit, il y a beaucoup de femmes qui sont connues, mais il y a beaucoup de femmes totalement méconnues dans cette histoire. L'engagement des femmes va être total dès le 2 septembre 1870, bien avant la Commune de Paris. Elles vont être totalement impliquées dans les luttes politiques et dans les luttes, on va voir, dans ce qu'elles vont être capables de créer tout au long de cette période. En effet, donc, dès le 2 septembre, il y a un appel aux femmes lancé par des mouvements de femmes, et ce sont les articles d'André Léo ou Léodile Bérat. Alors, je vais parler souvent d'André Léo parce que c'est ma petite préférée, je le disais en aparté à quelques camarades. Alors, André Léo, c'est effectivement un nom et un prénom d'homme, tout simplement parce qu'elle a pris comme pseudonyme d'écrivain les prénoms de ses deux fils. Elle a eu deux fils jumeaux, André et Léo, qui sont décédés d'ailleurs très tôt, et elle a pris comme pseudonyme d'écrivain André Léo. Elle s'appelait Léodile Bérat, et André Léo a fait comme beaucoup d'ailleurs. Il faut savoir qu'à cette époque-là, elle a fait comme George Sand, elle a fait comme un certain nombre de femmes pour arriver à vivre de sa plume, et elle a vécu de sa plume. Pour arriver à vivre de sa plume, elle a dû prendre un pseudonyme masculin, parce que sinon elle n'aurait jamais pu exister en tant qu'écrivain femme. Il faut savoir qu'à cette époque ça existait encore, et que beaucoup ont fait la même chose, ou beaucoup se prenaient des pseudonymes très courts. Donc effectivement, André Léo a pris donc je parlerai toujours d'André Léo et pas de Léodile Bérat, puisque c'était son nom d'auteur et c'est le nom qu'elle a choisi pour écrire. Donc ces femmes, donc il y a effectivement ces femmes qui sont connues, comme Louise Michel, André Léo, Nathalie Lemel et quelques autres, mais beaucoup sont totalement inconnues. Elles sont le plus souvent d'origine modeste, avec très peu d'instruction. Elles vont être couturières, blanchisseuses, relieuses, et elles vont s'engager. C'est aux côtés des hommes qu'elles vont participer à la naissance de la Troisième République. Elles vont faire avec les hommes la Commune de Paris. Elle revendique alors l'égalité avec un droit au travail, un droit au divorce qui, il faut le rappeler, avait existé sous la Révolution française, mais le Code Napoléon nous avait resupprimé tout ça. Un droit à l'éducation et un droit à la santé. Elles vont refuser les capitulations républicaines et elles revendiquent la laïcité de l'État, la séparation des églises et de l'État. Et je vous le disais, c'est vraiment cette notion qui est le plus souvent occultée, mais vous aurez l'occasion d'entendre parce que j'utilise beaucoup des citations au cours de cette intervention, et vous allez voir que ces femmes sont effectivement des anticléricales aussi pures et dures que nous pouvons l'être encore aujourd'hui, que nous pouvons l'être nous aujourd'hui. Alors,
un petit peu d'histoire précise, mais je ne vais pas vous faire une histoire de la Commune de Paris, d'abord parce que, je le disais, je ne suis pas historienne, je suis simplement passionnée par ces femmes et par l'apport qu'elles ont pu avoir, et vous allez voir l'apport essentiel de cette période de la Commune de Paris et de ces femmes de la Commune de Paris dans les luttes qui vont avoir lieu dans les 150 années qui vont suivre, et je pense qu'encore aujourd'hui, on pourrait prendre de la graine de ce que nous disait André Léo. À mon avis, on est loin d'être arrivé à l'égalité dont elle parlait, elle et Louise Michel et bien d'autres. Alors du 2 au 4 septembre 1870, la défaite de Sedan va se propager et l'armée de MacMahon va capituler. Napoléon III est fait prisonnier, les femmes vont se joindre aux manifestants pour crier « à bas les traîtres, vive la République, vive la sociale ». Les manifestants vont pénétrer à la Chambre des députés et proclamer la République. Le 18 septembre, une manifestation de femmes est organisée pour venir en aide aux Strasbourgeois assiégés. Et Louise Michel dira: sentant l'agonie de Strasbourg, l'idée nous vint à quelques-uns, plutôt à quelques-unes, car nous étions en majorité des femmes, d'obtenir des armes et de partir pour aider Strasbourg à se défendre, à mourir avec elle. À chaque pas venaient de nouveaux manifestants. Il y eut bientôt une masse considérable. Bon nombre d'institutrices étaient venues. J'y rencontrai pour la première fois Madame Vincent, c'est pas de ma faute, qui peut-être, alors peut-être que c'était une parente, je ne sais pas, j'espère que c'était une de mes parentes, une de mes ancêtres, qui peut-être garda de cette manifestation l'idée de groupement féminin. On nous délégua, André Léo et moi, pour réclamer les armes. Ce jour même, Strasbourg succombait. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans La Commune, Louise Michel, Histoire et Souvenirs. La journée du 31 octobre, donc Bazaine va capituler à Metz, Thiers prépare l'armistice, la guerre civile va menacer parce que le peuple de Paris refuse la capitulation. Gustave Flourens, avec 800 tirailleurs, fait prisonnier les membres du gouvernement qui sont très vite libérés par Jules Ferry, accompagné d'un bataillon breton. La libération se fait de manière violente, avec l'aide des congrégations religieuses, comme celle des Sœurs de la Charité. Les insurgés sont mis en prison. Après l'échec du 31 octobre, la population parisienne renforce les comités de vigilance et les clubs qui sont alors mis en place dès le 5 septembre dans les 20 arrondissements de Paris. Alors Louise Michel va être la présidente d'un des deux clubs, La Révolution. Elle va participer au comité de vigilance de Montmartre qu'elle a créé avec d'autres, Sophie Poirier, Madame Blin, Béatrix Escoffon, Aglaé Jarry, tous des noms de femmes qui ont fait cette commune de Paris. Elle s'investit peu dans les comités de secours aux victimes de guerre, qui sont plutôt du domaine de la bourgeoisie. Je vous disais, les bourgeois sont plutôt dans les organisations caritatives, même dans la commune de Paris. Elle va assister, donc elle, Louise Michel, à de nombreuses autres réunions. Début novembre, elle va aussi assister à une manifestation de femmes devant l'hôtel de ville. Donc on voit que dès vraiment plusieurs mois avant la Commune de Paris, les femmes se mobilisent avec de nombreuses manifestations de femmes et une présence très importante de toutes ces femmes qui prendront un rôle, qui joueront un rôle très important plus tard. Donc l'hiver est difficile et elles vont réussir à créer, donc les Prussiens assiègent Paris, hein, je vous le rappelle, la famille règne et les femmes vont s'organiser là aussi pour, comme Nathalie Lemel entre autres, qui va s'occuper de la marmite révolutionnaire qui va permettre de servir des milliers de repas pendant cette période extrêmement difficile. Pendant ce temps, d'autres vont créer, comme Nathalie Lemel aussi, mais Anne Jacquelard qui va animer le comité de vigilance de Montmartre, d'autres, Louise Michel qui assiste, qui anime le club de la Révolution, de la Patrie en danger, de la Reine Blanche, etc. Donc le 22 janvier, comme tous ses camarades, Louise Michel va prendre le fusil pour accompagner d'autres femmes et d'hommes pour réclamer la libération de Gustave Flourens, qui est aussi un des membres imminents, enfermé depuis le mois d'octobre. La fusillade va s'engager, etc. Et donc elles ont cette présence très importante. Et le 17 mars, dans une proclamation qu'il fait afficher sur les murs de Paris, Thiers va demander à la population de se soumettre. Et dans la nuit du 17 au 18, l'armée envahit les faubourgs de Paris.
Et autour de Louise Michel et de sa mère, quand on parlait des institutrices, on parle de la mère de Louise Michel aussi, les femmes vont s'interposer et entourent les mitrailleuses. Il faut savoir que Louise Michel